Bonjour à tous, bienvenue à ce colloque en webconférence sur les cyanobactéries. On a tenu à maintenir cette journée dédiée aux cyanobactéries malgré la crise sanitaire, parce que d'après nous, c'est bien un enjeu majeur, et vu l'actualité en ce moment sur les cyanobactéries, on pensait qu'il aurait été dommage de le reporter ou de l'annuler. Donc ce format de colloque à distance est tout nouveau pour nous. Aussi, je vous demanderai d'être indulgent et compréhensif par rapport aux problèmes peut-être techniques qu'il pourrait y avoir. Aujourd'hui, nous avons réuni des experts scientifiques, des services de l'État et des gestionnaires afin de présenter les problématiques liées aux cyanobactéries et de tenter d'apporter des réponses. Cette journée d'échange est principalement à destination des gestionnaires de baignade, des gestionnaires d'eau potable, des élus communaux, des communautés de communes, responsables des baignades privées, conseils départementaux, ARS départementales, fédération de pêche, techniciens de rivière, bureaux d'études, bref, tous les professionnels et particuliers qui s'intéressent au milieu aquatique. Nous espérons que ces échanges seront fructueux et permettront d'établir une stratégie de gestion à long terme des phénomènes d'eutrophisation. Voilà, je souhaite encore la bienvenue à tout le monde. Un petit point sur les aspects techniques de cette webconférence pour que tout se déroule au mieux. Donc, vous avez reçu 2 liens de connexion. Il y en a bien un pour ce matin et il y en aura un autre pour cet après-midi. Donc, quand la conférence se terminera à 12h30, il faudra se reconnecter à 14h via un autre lien. L'ensemble des participants peuvent poser des questions par écrit pendant toute la présentation. Et donc, on essaiera d'y répondre après chaque intervention. Là, quand vous posez une question, merci de renseigner votre identité. Comme ça, on pourra mieux cibler aussi les demandes. Le programme a été légèrement modifié. On aura des réponses après chaque intervenant, enfin des questions en échange après chaque intervenant. Et bien sûr, si les temps impartis ne permettent pas de répondre à toutes les questions, on pourra y répondre ultérieurement dans les actes. Et si par hasard la conférence s'arrêtait, ce qui pourrait poser problème, donc en cas d'arrêt inopiné, il y aura un nouveau lien de connexion qui serait créé et qui serait mis à disposition sur le site Vallée Dordogne. Il y aurait un délai de quelques minutes, bien sûr, qui serait nécessaire. Et le lien vers ce site vous a été envoyé donc en bas du mail de connexion à la webconférence. C'était aussi le même lien qui a servi pour les inscriptions. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Les cyanobactéries, une préoccupation grandissante. Donc, c'est vrai qu'on observe depuis plusieurs années une augmentation des restrictions d'usage baignade en plan d'eau. On voit aussi des captages d'eau potable à notre surface qui peuvent être touchés par cette problématique des cyanobactéries. En parallèle, on a une augmentation des suivis depuis les 10 dernières années, ce qui explique peut-être en partie l'augmentation des restrictions d'usage. On observe une grande variabilité selon les sites et une grande variabilité aussi selon les années. Il existe de nombreux genres de cyanobactéries qui sont toxiques ou non. Les suivis sont variables selon les départements. Et il n'existe pas de solution miracle à ce jour. Les gestionnaires sont donc souvent démunis. Il est possible parfois d'utiliser des moyens de lutte à court terme, mais sans avoir aucune idée des effets qu'ils peuvent avoir sur l'écosystème. Ces moyens de lutte donc, ont une efficacité qui n'est pas toujours prouvée et des coûts peuvent être importants. Ces moyens de lutte ne prennent souvent pas en compte la qualité de l'eau ni la qualité des sédiments. Pour nous resituer et
et introduire un petit peu Épidore, je fais une représentation rapide du bassin versant de la Dordogne, avant de rentrer dans un état des lieux vraiment sur les cyanobactéries. Donc le bassin versant de la Dordogne, c'est 24 500 km², qui est réparti sur 11 départements et 3 régions, avec une caractéristique très rurale, donc avec 45 habitants au km² en moyenne. L'enjeu économique lié au tourisme est conséquent et le lien entre le tourisme et les loisirs aquatiques n'est plus à démontrer. Le bassin versant de la Dordogne possède une grande diversité de situations, aussi bien une diversité géologique, une diversité agricole, puisqu'on a de l'élevage extensif, de la polyculture, des grandes cultures, et on a une grande variété de milieux aquatiques, des grandes retenues hydroélectriques, des petits plans d'eau et une diversité hydrographique. Donc voilà, donc Épidore, le PTB de la Dordogne, intervient sur l'ensemble du bassin versant. Donc pour s'intéresser aux cyanobactéries, on a pris avant tout la voie des plans d'eau de baignade du bassin. On s'est intéressé donc à ces données issues des contrôles sanitaires des ARS. Donc on a 88 plans d'eau où le contrôle sanitaire existe. Le début des suivis date de 2005, avec un dénombrement total, donc de toutes les espèces, et des identifications qui sont fiables, donc des identifications au genre qu'on estime fiables depuis 2012. Il y a forcément un biais dans ces données, lié au protocole d'échantillonnage et au protocole d'identification, qui sont parfois différents d'un laboratoire à l'autre. Les périodes de surveillance sont restreintes aux périodes d'ouverture des baignades, donc on n'a pas forcément des données non plus représentatives des mois de septembre, octobre. Et on a des grandes dynamiques spatiales et temporelles des cyanobactéries. Voici des résultats vraiment globaux. Donc on a pris pour chaque baignade un petit peu le nombre d'efflorescences, enfin, le nombre de dépassements du seuil des 100 000 cellules par millilitre entre 2005 et 2019, donc c'est la somme de ces dépassements. Et on voit donc que d'un site à l'autre, c'est vraiment très variable. On a certains sites qui n'ont jamais réagi. C'est le cas de la retenue de Saint-Étienne de Cantalès, par exemple, et d'autres sites qui, eux, réagissent vraiment chaque année. Pour illustrer un peu la variation interannuelle que l'on peut avoir, je présente 3 cartes. Donc voici en 2012. Donc à chaque fois, on a le dénombrement total, enfin le nombre de dépassements des 100 000 cellules au moins une fois qui apparaissent en rouge. Et donc 2015, on voit bien que ce n'est pas du tout la même représentation. 2018 non plus. Donc on peut voir qu'il y a des grandes tendances quand même qui se dessinent, avec donc des plans d'eau qui sont particulièrement vulnérables, avec des déclassements récurrents, parfois plusieurs dans la même année. D'autres plans d'eau qui n'ont jamais connu d'efflorescence. On n'a pas de corrélation simple qui ont pu être établies avec la surface du plan d'eau, le volume, le temps de renouvellement, la surface du bassin versant. On peut avoir des tout petits plans d'eau qui réagissent ou des très grandes retenues, donc il n'y a pas de corrélation évidente. Par contre, on a confirmé des conditions climatiques favorables, des hivers et des printemps pluvieux, des étés avec des températures élevées et un fort ensoleillement. Il s'agit bien d'une tendance. Et enfin, on n'a pas de répartition géographique évidente des différents genres. Quand on regarde un petit peu les genres que l'on retrouve dans les différents plans d'eau, il n'y a pas de logique de répartition géographique. Donc toutes ces tendances demandent bien sûr à être approfondies, en s'intéressant en particulier à la charge interne et à la charge externe des lacs, qui peuvent provenir donc de l'occupation des sols et des activités qui ont lieu sur le bassin versant dans les 50 dernières années, qualifier le niveau trophique des plans d'eau, bien sûr s'intéresser à la qualité des eaux dans le lac et celles qui arrivent, des sédiments, s'intéresser aux sédiments et aux phénomènes de relargage, donc là il s'agit de la charge interne au plan d'eau,
et bien sûr essayer de comprendre pourquoi les dynamiques d'efflorescence, comment elles se mettent en œuvre et quels sont les effets locaux. Donc des nouveaux éléments sont apparus dans les toutes dernières années, tout derniers mois. Donc on a une évolution des connaissances qui est quand même très importante, avec de nombreux spécialistes qui travaillent dessus, de nombreuses universités. Les réglementations et les recommandations de gestion qui évoluent et des retours d'expérience qui s'enrichissent. Donc EPIDOR, dans son rôle d'appui technique aux collectivités, a décidé d'organiser cette conférence pour faire un point sur l'état de l'art des cyanobactéries. Donc aujourd'hui, les objectifs de cette journée et de ces échanges seront donc d'informer sur les avancées de la recherche, faire connaître les nouvelles recommandations ANSES et les évolutions réglementaires possibles, échanger avec les gestionnaires, notamment concernant l'eau potable et la baignade, mettre en réseau les acteurs, identifier des voies de travail, des partenariats, des projets pour les années à venir. Donc je vous présente le programme de la journée, de la matinée et de l'après-midi. L'ensemble des participants est donc en direct avec nous. Pour l'instant, il n'y a que moi à l'écran, mais je vais leur laisser la main rapidement. Donc tout d'abord, on aura une partie connaissance animée par Jean-François Humbert, Véronique Deluchat, qui nous parlera surtout du rôle des sédiments, Catherine Quiblier, où on introduira un petit peu les cyanobactéries en rivière. Une seconde partie de cette matinée sera consacrée aux recommandations et à la réglementation, avec Carole Catastini de l'ANSES et Marie Guichard du ministère de la Santé. Cet après-midi, on laisse place au retour d'expérience des gestionnaires. Donc on aura Antoinette Lapôtre pour le CIDED du Lot, Martine Gramont au conseil départemental 24 d'Ordogne, Noël Martini avec l'expérience qu'il a eue sur la commune de Chamboulive en Corrèze. Et enfin, je reprendrai la parole pour voir comment les nouvelles recommandations pourraient s'appliquer en Dordogne, sur le bassin de la Dordogne. Enfin, on partagera les conclusions avec Jean-François Humbert. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne conférence. Je laisse la parole tout de suite à Jean-François.